Merci d'embarquer avec nous dans ces jeux républicains que nous appelons le débat contradictoire. Ce jeu qui voit tout le soir, chez vous à la maison évidemment, ces contradictions qui battent le plein et ces contradictions qui restent toujours républicaines. Mesdames, Messieurs, merci de prendre avec nous ce rendez-vous. Nous vous saluons comme nous le faisons toujours patriotiquement à travers les 26 provinces que compose la République démocratique du Congo. Vous avez l'occasion de suivre Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Parce qu'évidemment, l'actualité nous l'exige, l'actualité nous l'oblige. Et cette actualité qui continue, et bien sûr, de s'apaisantir sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Et cette fois-là, nous parlerons des invalidations des candidatures aux législatives, les effets collatéraux de cette mesure. Et pour le faire, nous sommes allés d'abord à l'UPC, à l'Université protestante du Congo. Nous avons pris des anciens challengers qui aujourd'hui sont devenus ces jeunes qui font partie de cette coqueluche, de cette nouvelle génération des jeunes influents sur la sphère politique de notre pays, où nous commençons d'abord à ma gauche. Nous allons le prendre pour la première fois dans ce plateau du débat contradictoire. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, directeur de cabinet adjoint du secrétaire national en charge de finances du parti MLC, parti cher au VPM Jean-Pierre Bemba. Avec nous, Jagast Djamba, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis flatté, je suis très ému. Déjà que le plateau, il est très agréable. Et je vois que la sphère de l'émission aussi le sera. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que ces moments seront bénéfiques pour nos téléspectateurs d'une part et d'une autre, surtout pour ces jeunes qui commencent à nous suivre de plus en plus sur ce programme. Comme vous l'avez dit, ça sera très bénéfique pour tous les Congolais parce que la matière qui sera abordée ici sera sûrement à la fois complexe mais aussi à la fois importante pour les futures générations et puis pour toute la classe tant politique que ceux qui sont engagés pour la cause publique. Déjà que la question aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et aujourd'hui en parler, ce serait une question, je vais dire une touche importante pour la compréhension, disons les compréhensions de plusieurs Congolais qui vont nous suivre. Très bien. Et de l'autre côté, ce sera la deuxième fois pour lui d'être avec nous dans ce plateau de débat contradictoire. Il a ramené l'autre fois sa pertinence de réflexion. On est très heureux de repartir du côté du parti LGD où on va prendre Enoch Mulumba. Il est communicateur. Chez eux, ils appellent plutôt communicants du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jade, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir en ce jour. On va dire le plaisir de se revoir. Bien sûr, c'était un plaisir de vous voir et un plaisir de vous revoir en ce jour. Je salue mon co-débatteur. C'est un plaisir toujours d'être ici présent, de répondre présent pour parler de la nation. Au-delà de nos regroupements politiques, au-delà de nos fiefs, nous parlons plutôt de la nation car il est temps de placer la nation au-delà, au-dessus, au centre plutôt de tout. Très bien. Je ne vais pas vous rappeler les années UPC où vous étiez déjà dans une forme de challenge l'un contre l'autre. Bon, et là, on va plutôt parler élection et je veux rapidement rappeler la grande thématique, invalidation des candidatures aux législatives, les effets collatéraux de la mesure. Et parce qu'il s'agit de l'actualité, il y a quelques heures, cette nouvelle vient de tomber après bien sûr avoir félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection. Herman Cohen change de position. L'ancien secrétaire d'État américain dit, je cite, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo du 20 décembre 2023 a été marquée par des irrégularités et des fraudes. Selon les évêques catholiques, il parle évidemment de la Senko, les présidents Tshisekedi ne devraient donc pas être investis car sa présidence serait clairement illégitime. On va commencer comme ça par prendre d'abord la réaction de Jagast Djamba quant à ce mot qui vient de tomber d'Herman Cohen. Voilà, comme tout Congolais, nous avons suivi la réaction de ce diplomate important qui a eu à un moment donné des relations aussi importantes avec le président de la République, avec les autorités du pays. Disons qu'avant tout, il faut dire qu'il est en train d'exercer son droit le plus légitime, la liberté des pensées. C'est sa liberté de penser, c'est sa liberté d'opinion. Il a émis un avis, eh ben, ça reste un avis sur ce qu'il a comme élément. Le plus important serait de nous donner avec des indicateurs précis, avec les éléments techniques, avec des éléments que tout le monde peut vérifier pour soutenir ces allégations. Il est important, il est bien, je veux dire, il est assez facile et aisé de faire des affirmations, mais la grande difficulté, c'est lorsqu'il faut démontrer ces affirmations.
Mais il parle, je ne vais pas vous couper, Jagast, il parle des irrégularités, notamment le fraude. Mais là, la commission électorale vient d'invalider un bon nombre de candidats pour fraude. N'est-ce pas une réalité? Vous parlez d'allégations. Je veux dire ici que quand il parle des irrégularités, il faut dire aux Congolais que la question d'irrégularité, il ne faudrait pas la dramatiser parce que il n'existe aucune élection sur la planète Terre où il n'existe aucune irrégularité. Les irrégularités sont d'ordre humain. Nous n'encourageons pas l'irrégularité, mais il faut rappeler aux Congolais, disons rappeler à l'universalité que c'est une question qui est liée à la nature humaine. C'est comme la corruption. C'est toute la œuvre corruption, humaine et justement. Donc, on ne peut pas avoir une élection sans aucune forme d'irrégularité. C'est impossible. Même chez Herman Cohen aux États-Unis, vous avez, rappelez-vous de l'histoire de Donald Trump et l'actuel président de la République. Comment est-ce qu'il y a eu, voilà, vous avez vu l'antagonisme qu'il y a eu même pour la passation civilisée du pouvoir. Eux qui sont d'ailleurs une démocratie de référence, mais ils nous ont fait assister à ces challenges tout simplement parce qu'il y a un candidat qui estimait qu'il y avait un processus entaché d'irrégularité. Donc la question d'irrégularité, des questions qui sont, je vais dire, qui rentrent dans le lot de la normalité. C'est-à-dire ce n'est pas à dramatiser. Si aujourd'hui la CENI est arrivée à invalider, comme nous l'avons tous suivi, certains candidats, je crois d'ailleurs ici qu'en Congolais sérieux, nous devions nous tous féliciter le travail abattu par l'organe. Nous sommes tous acteurs politiques, ça veut dire que nous sommes des joueurs. Et l'arbitre, c'est la CENI. Si la CENI a la possibilité d'invalider, de sanctionner les candidats, tant du côté gauche que du côté de la droite, c'est une première dans l'histoire congolaise qu'il faudrait saluer. La CENI a donné toutes les justifications possibles en matière de compétences et en matière d'exercice pour cette décision. Je crois qu'à ce jour, ceux qui se sentent lésés face à cette pareille décision au niveau de la CENI, je crois qu'ils vont devoir user de leurs droits les plus légitimes pour saisir les instances habilitées compétentes. Là, je suis en train de voir, si vous me permettez d'entrer déjà dans la question, là, je suis en train de voir les candidats qui sont invalidés de pouvoir consulter leurs conseils qui vont leur sûrement dire d'attendre le délai lié à la Cour. Parce qu'à ces stades ici, la Cour ne peut pas statuer sur ces cas parce que la Cour statue sur le contentieux de résultats. Jusque-là, la CENI n'a pas encore donné un résultat provisoire sur les questions électorales. Donc la Cour ne peut pas être saisie. Leur démarche risque d'être déboutée et recevoir une fin de non-recevoir. Mais à ces stades encore, je crois que pour ceux qui sont invalidés, je leur surtout invite à la sérénité parce que, comme nous l'avons dit dès le départ, que tout être humain peut être teinté d'imperfection. Il se peut que la CENI, pour certains candidats, s'est malheureusement trompée et ceux qui estiment être sereins et justes dans leur voie attendent les délais consacrés par la législation congolaise pour attaquer la décision liée à leur invalidation. Très bien. Alors, Enoch Mulumba, tu as suivi avec attention, comme moi, ce que vient de dire Jagast tout à l'heure. Herman Cohen, parce qu'on parle de lui, il a joui de sa liberté d'émettre son avis et des irrégularités dont il a fait mention ne sont pas à dramatiser, en train de dire Jagast Djamba. Merci pour la parole, Monsieur Zad. Vous devez savoir qu'on nous appelle analystes. Nous sommes acteurs politiques, analystes politiques. Mais au-delà de tout, nous sommes jeunes. C'est-à-dire les jeunes, à ce jour, nous sommes appelés à agir différemment. Je parlais tantôt que nous devons mettre la République au centre de tout. Et alors, à des questions pertinentes, nous devons répondre de manière à ne pas seulement vouloir ne pas vouloir entacher nos couleurs politiques ou ce qui va avec. Monsieur Cohen, à ce jour, il a dit ce que vous avez dit, certes, ce qui est vrai. Il a usé de son droit légitime, qui est donc la liberté d'expression, mais il ne l'a pas dit sur base de lui-même. Il a reposé cela au regard de ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le rapport de la SENCO a eu à faire surface aujourd'hui. Ce n'est plus un secret à ce jour que ces élections, d'abord, de par les débuts, nous l'avons dit, que ces élections
élection donnait l'impression d'être tenté de beaucoup d'irrégularités. Mais vous allez vous en souvenir, lors de ma dernière émission ici, j'avais dit que nous, du LGD, représentant l'opposition, nous avons été droits dans les bottes et puis nous avons accepté d'avancer dans ces processus électoraux. Il va vous en souvenir que notre parti, le LGD, était l'un des premiers partis politiques à déposer la candidature et même Mata Tamponio, bien sûr, alors qu'il était candidat président de la République, il était le premier pour dire que nous y avons cru. Mais fort malheureusement, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Nous allons dire que ce qui se passe au niveau de la CENI aujourd'hui, bien vouloir sacrifier le 82 candidat, la CENI a voulu juste aller en fuite en avance. La CENI va à ce jour se dédouaner de ce qui a été ses responsabilités. Aujourd'hui, nul ne peut le dire. Ce que la CENI a fait est infaisable. D'abord, la CENI n'a cessé d'exceller. Nous avons eu aujourd'hui les élections qui ont pris près de 7 jours. Depuis que le monde existe, cela n'a jamais existé. La CENI aujourd'hui n'a cessé de montrer ses faiblesses. La CENI aujourd'hui, c'est alors que M. Cohen, autrefois, c'est que vous ne dites pas, et qu'autrefois, il avait eu à féliciter les élections. Ouais. Mais après avoir vu cela de près, bien sûr, mais après avoir vu les résultats de près, il a compris que ceci n'était même pas des élections. C'était un simulacre électoral. Je rappelle, Djagas, qu'il n'est pas en train de prêcher des paroles d'évangile. Vous pouvez rentrer, évidemment, dans ce qu'il est en train de dire. C'est ça même le jeu du débat contradictoire. Non, mais vous savez, ce que je dis, c'est vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la CENI qui vient nous attester en disant que voilà, il y a eu 82 tricheurs, il y a eu 82 voleurs, il y a eu 82 acteurs, fraudeurs, bien sûr, qui ont accéléré dans l'incivisme. Mais qu'il en soit dit, parmi les griefs, on parle aussi voilà, du bourrage électoral que de ceux qui ont eu des machines à voter. J'aimerais dire que les machines à voter ne se payent pas à ce jour dans des supermarchés. C'était une exclusivité, bien au contraire, de la CENI. Comment ces acteurs ont pu l'avoir? Et alors, pensez-vous, nous avons eu dans ce pays plus de 20 000 candidats, je ne sais moi comment. On nous présente aujourd'hui une liste seulement de 82 acteurs. Pensez-vous qu'il y a eu seulement 82? Nous le savons comme dans les écoles, il y a des tricheurs, il y a des ceux qu'on attrape et des ceux qu'on n'attrape pas. Nous avons vu le mal de loin, mais nous n'avons pas voulu boycotter ces élections. Nous nous sommes dit que nous irons droit dans les bottes. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'opposition politique aujourd'hui réunie, nous ne demandons qu'une seule chose. Nous savons l'annulation de ces élections. Bien sûr, l'annulation pure et simple de ces élections. Votre collimateur tout à l'heure a dit que ces irrégularités, on ne les réfute pas, on les accepte, mais elles ne sont pas dramatisées quand même. Hein. Parce qu'il faudrait, il a dit, il faudrait aussi saluer le travail qu'a battu cet arbitre, la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, ça me ferait tellement mal de l'entendre ici dans ces plateaux. Vous savez, à ce jour, la CENI est incapable de nous dire les nombres de machines à voter réellement, de machines à voter qui ont été distribuées de manière correcte. La CENI, à ce jour, est incapable de nous dire quels sont les bureaux de vote. Combien de bureaux de vote ont été ouverts le jour des élections? D'autant plus que, comme je viens de vous le dire, la Constitution nous dit que les élections doivent prendre un seul jour. Mais là, nous sommes allés à une semaine. La CENI est incapable de nous le dire. La CENI ne sait nous dire même combien sont les machines à voter qu'il a remis à ce jour à son partenaire, qui est donc les membres de l'Union sacrée, pour favoriser la fraude électorale, favorisant la réélection de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, la CENI, ce qu'a fait la CENI est très grave. Vous avez vu, nous avons vu dans ce pays, il y a eu des bourrages, mais tel que là, on n'a jamais vu. Comment faut-il expliquer l'élection à un seul tour? Même M. Tshilombo, là où il n'en croit pas de ses yeux. Comment l'élection à un seul tour, alors que lui, vous avez vu pendant sa campagne électorale, il était boycotté de partout, 73% des personnes le voteraient. Comment ça? Par quel miracle? Alors que cela va sans dire à ce jour, il y a eu les candidats qu'on a eu à écarter, disant qu'ils ont eu à frauder. Mais ces candidats sont à 95% membres de l'Union dite sacrée. Et alors, s'ils ont fraudé pour eux-mêmes, pensez-vous réellement qu'ils n'ont pas fraudé pour leur maître, qui est donc M. Tshilombo? Pour dire qu'aujourd'hui, c'est inconcevable, bien vouloir annuler pour certains et puis favoriser pour les candidats présidents, disant que cela n'ont pas été comptabilisés. Mais par quelle magie? Par quelle magie? Ce qu'a fait la CENI est juste incroyable. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, nous demandons l'annulation pure et simple. Pourquoi? Parce que les faits sont évidents. Aujourd'hui, la CENI nous a rejoint en disant que les 82, bien sans dire 82, ils ont excellé aujourd'hui dans la fraude. Cela va sans dire qu'il y a eu fraude partout et la fraude a été manigancée par la CENI elle-même. Tout le monde s'est retourné vers vous sans rien dire. Justement, je crois que
notre ami, je lui ai laissé le temps de beaucoup parler. Bien sûr. J'avoue que... Il a pris pratiquement 2 minutes et demie comme c'est des règles. Justement, j'avoue qu'il a vraiment eu tout son temps. Et je ne veux pas être trop long comme lui. Je vais seulement répondre à ce qu'il a dit. D'abord, je veux vous montrer les incohérences de nos camarades de l'opposition. Allons-y. Ils veulent l'annulation des élections, n'est-ce pas? Lui, son président. Ils veulent l'annulation des élections parce qu'entachés de beaucoup d'irrégularités. Je sais où je vais en venir. Et de fraude. C'est pas la seule qui va Je sais où je vais en venir. Ils veulent l'annulation des élections. D'accord. Son président a fait allégeance à un candidat. Il s'est retiré au profit d'un candidat. Donc, ils sont tous absorbés par ce candidat. Le porte-parole de ce candidat a dit qu'eux ne faisaient pas confiance à la Cour constitutionnelle parce que c'était une institution mise dans la poche de Tshisekedi. Pour annuler les élections en RDC, la législation congolaise est claire. L'institution compétente pour annuler les élections, c'est la Cour constitutionnelle. Ils refusent la Cour, ils veulent l'annulation des élections. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Dans leur démarche, ils sont illogiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, notre ami a dit ici que Tshisekedi a été boycotté partout où il est passé. Bon, je pense que nous avons peut-être 2 types de téléphones ou 2 types de caméras de par nos campagnes. Parce que nous, ce que nous avons vu, partout où nous sommes passés, je ne sais pas si vous avez vu dans l'histoire de ce pays, un candidat président de la République en fonction, autant battre campagne comme le président Tshisekedi l'a fait. Jusqu'à faire 25 provinces sur 26. Il a fait 25 provinces sur 26 et partout Tshisekedi passait. Regardez ce qui s'est passé. La foule qui venait l'accueillir était en train de se constituer en un organe important pour accuser les autorités locales, les autorités de province qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. En fait, pour eux, Tshisekedi, c'était comme un papa. Papa arrive, voilà. Il faut accuser les grands frères. Il faut accuser les grands frères. S'il peut me trouver une seule image où on a hué Tshisekedi, la personne de Tshisekedi, je serais d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, ça serait de la démagogie. Autre chose, il parle de la Sanco. Je pense qu'on est en train de noter. Réfléchir. Je voudrais qu'on puisse réfléchir, pas de la Sanco. Il est capable de me dire si la Sanco a eu combien en termes d'observateurs électoraux. Parce que déjà, je lui informe, s'il n'a pas l'information, je lui informe. La Sanco n'a été en mesure de couvrir en termes d'observateurs électoraux au niveau de la République qu'à la hauteur de 38%. Et à 38%, dites-moi si les observations de la Sanco, comme ils le disent, sont évaluées à 38%. Sur base de quels indicateurs ou statistiques ils ont fait faire une telle projection pour dire que c'est à 100% que les élections ont été chaotiques? Ça, c'est une question que je me pose. Nous devons être sérieux à ces points. Il a encore dit ici que, parce que ceux qui ont été attrapés comme fraudeurs l'ont fait aussi pour le président de la République. Ok, réfléchissons dans sa logique. Supposons que parce qu'on a invalidé le 82, d'accord? Il va être d'accord avec moi que tous les scrutins de ces 82 invalidés n'ont pas été issus de la fraude. Parce que quand la CENI, dans son communiqué, a spécifié que les élections ont été annulées par rapport à certains bureaux et certains actes d'évangélisme. Ça veut dire que ce n'est pas été sur toute la circonscription électorale. Une maman... Toute la circonscription électorale nationale qui est la circonscription électorale du chef de l'État. Du chef de l'État. Avançons. Supposons que, je prends un candidat invalidé par exemple, je prends le cas du gouverneur Ngobila. C'est plus facile, c'est le premier cas qui vous traverse l'esprit. Voilà, je prends le cas du gouverneur Ngobila. Le gouverneur Ngobila a été invalidé. Vous êtes sûr que le scrutin, le voix obtenu par M. Ngobila, tout ce qu'il a obtenu comme voix sont issus de la fraude? Parce qu'il y a une partie, ça veut dire qu'il y a des cas isolés. On prend l'intégralité. Ça veut dire ceci en ce moment. S'il faut prendre l'intégralité de Ngobila, comme il le dit, et que ça devrait amputer sur le président de la République, ça veut dire que vous êtes en ce moment-là de casser un droit constitutionnel qui est le droit au vote. Un monsieur qui, à Kisenso, de plein droit, de bon gré, a voté pour le chef de l'État et a voté pour Ngobila de plein gré dans un bureau constitué dans toute la régularité possible, on annule les scrutins du président de la République. Ça veut dire en ce moment, on annule son vote à lui. On lui empêche d'exercer son droit constitutionnel le plus légitime. Mais de la même manière qu'on a le droit d'annuler son vote pour Ngobila. Justement, justement, on peut annuler pour Ngobila. C'est où je vais en venir. Regardez maintenant. Il est de notoriété publique que ce qui est reproché à certains candidats qui ont été invalidés sont des faits qui entrent dans le lot des faits pénaux. Ce ne sont pas des faits civils. Sur base de quel élément peut-on sanctionner pénalement un individu pour les faits commis par un autre?
Il sait, s'il est juriste ou avocat comme moi, qu'en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Sur pied de quel principe devons-nous sanctionner Tshisekedi pour les faits commis de Ngobila? La troisième de choses, ici je voudrais dire à nos amis d'être sérieux. Déjà que vous avez promis d'être court. Je suis en train de finir. Je m'étonne qu'on environne déjà les 3 minutes. C'est ici que je finis. C'est aussi votre temps. Nos amis devraient faire la démarcation entre la personne invalidée et les bulletins. Lorsque on invalide les scrutins, on ne tape pas sur le bulletin. La décision de la CENI a frappé les individus. Ça veut dire les individus qui ont été auteurs des faits infractionnels. Ce sont les individus qui sont frappés. Pas les votes. Ce ne sont pas les bulletins. Sinon, alors, on invaliderait tous les bulletins, même ceux qui sont issus de la régularité. Et si on invalide les bulletins issus de la régularité, ça veut dire, en ce moment-là, nous sommes dans tout ce qu'il convient d'appeler injustice. Et la justice, dans un état de droit, ne passe pas. Et je finis en disant ceci. Félix Tshisekedi, à ce jour, aujourd'hui au moins, on peut le reconnaître avec l'actuelle CENI. L'actuelle CENI n'est pas complaisante. L'actuelle CENI n'est pas fantaisiste. L'actuelle CENI a démystifié les personnes qu'on pouvait considérer comme mythiques dans ce pays. Et Tshisekedi n'interfère pas dans les institutions. Les voix obtenues par Tshisekedi, ce sont les voix de Tshisekedi. Les voix obtenues par les fraudeurs, ce sont leurs voix. Eux, ils sont sanctionnés. Et leurs décisions à eux n'entachent en rien les scrutins de Félix Tshisekedi. Voilà qui est dit. Rapidement, on va reprendre étape par étape. Vous avez balayé d'une main, d'une part de la main, tout ce qu'il vient de dire. Il a commencé par dire que vous êtes en train d'amorcer une démarche contradictoire. Vous voulez l'annulation des élections sans passer par la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas possible. Monsieur Jade, heureusement que vous avez compris avec moi et que mon co-débatteur a dit tantôt qu'il serait court. Mais vous comprenez on ne va pas le fustiger. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il est resté dans son comprenez, temps. Bien sûr, je n'en disconviens pas, mais vous comprenez que défendre le mal demande assez de biceps, voyez-vous. Alors, pourquoi pour répondre rapidement à la question, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en face des institutions fort malheureusement qui sont très complaisantes. Il va vous en souvenir, alors que ces élections étaient purement chaotique. Au lendemain, si pas le jour même des élections, le président de la Cour constitutionnelle, alors qu'il venait de voter, il a eu à féliciter dorénavant la CENI. Alors que la CENI elle-même a dit que voilà, cela n'a pas été assez bon parce que voilà, les machines ont été dilapidées et tous les griefs qui vont avec. Mais en face d'un président d'une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle, voilà, qui a eu à féliciter la CENI, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, en vrai, est en mèche avec la CENI qui est en mèche avec le pouvoir en place. Alors, voilà pourquoi nous n'avons pas voulu aller. Parce pourtant, moi, je vais me permettre, cette même CENI a accepté et validé la candidature de Moïse Katumbi. Mais vous le savez, la CENI... Aussi. Parce que hier, quand elle avait validé cette Cour constitutionnelle, vous étiez à applaudir. Non, la CENI et la Cour constitutionnelle ont été droit au mur. Il y avait au fait aucun grief pour élaguer, pour mettre de côté la candidature de Moïse Katumbi. Voyez-vous, là, elle avait donc fait son travail. Je ne comprends pas pourquoi nous pouvons féliciter la Cour constitutionnelle qui, voilà, il va vous en dire. D'abord, nous avons vu des publications de plusieurs journalistes qui disaient que la Cour constitutionnelle a reçu autant de menaces. Mais voilà, devant la situation qui était déjà là, elle s'est vue droit au mur. Elle s'est vue donc dans l'obligation d'accepter la candidature de M. Moïse Katumbi. Et à ce jour, la Cour constitutionnelle qui s'est présentée félicitant la CENI, cela va sans dire qu'elle était en mèche avec la CENI. Nous n'avons pas voulu aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour ne pas cautionner cela, pour ne pas cautionner ces simulacres électoraux. Mais aujourd'hui, nous espérons bien que face à toutes ces irrégularités que nous ne cessons de les dire si haut, que la Cour, pour la première fois, va au moins se ressaisir et puis va agir pour une bonne cause. Sans qu'on fasse recours à cette cour-là, est-ce que ça sera possible? Non, mais vous avez vu, il y a eu M. Théodore Ngoï qui hier était en procès. Voilà. Je crois que vous avez suivi mais le procès. Théodore Ngoï et Moïse Katumbi, que vous soutenez
hormis le fait qu'ils soient tous les deux opposants, il n'y a pas un autre lien commun. Non, mais vous savez, M. Théodore Nkoyi se présente aussi comme un candidat de l'opposition. C'est ce qu'il ne cesse de dire. C'est pourquoi j'ai relevé le seul point commun avec Moïse Katumbi. Voilà, c'est ce qu'il ne cesse de dire. Mais attendez, j'aimerais une réponse bien précise et droite. Je crois que ça relève aussi, et bien sûr, de la préoccupation de votre co-débatteur. Comment est-ce que vous allez obtenir cette annulation déjà que vous ne faites pas confiance vous-même en cette Cour constitutionnelle? Comment vous obtiendrez cette annulation? L'annulation de ces élections que vous voulez et que vous chantez matin, midi et soir. Voici la manière dont nous voyons les choses. Monsieur Jade, le sage, dit donc que le mal reste mal, peu importe la forme. Aujourd'hui, au regard des irrégularités, nous ne bégayons pas. Nous voyons les faits. Nous avons établi les faits. Tout a été organisé de manière inconstitutionnelle. Comment les machines, alors qu'ils étaient une exclusivité propre de la CENI, les machines ont eu à glisser, les machines ont eu à disparaître pour se retrouver, pour cette fois-là, entre les mains des individus. L'irrégularité, il y a eu donc des partis de la République qui ont voté après 7 jours. Il y a eu, ça et là, il y a eu des fraudes, nous avons vu des vidéos où il y avait des membres, bien sûr, de l'Union Sacrée qui s'est promené avec l'argent dans leur Jeep les jours des élections pour distribuer, continuant à battre campagne, même au jour du vote. Et il y a eu tout ceci. C'est au regard de ceci, si nous étions dans un pays sérieux, l'opposition n'aurait même pas demandé l'annulation des élections, mais bien au contraire, la justice serait saisie elle-même et voulant annuler donc ces élections. Maintenant, vous attendez que la justice se saisisse elle-même? C'est cette démarche que vous engagez? Non, mais écoutez, comme je viens de vous le dire, lorsque l'on devient juge, on prête toujours serment, voulant servir sa nation, voulant prôner des valeurs et non encourager l'incivisme et non encourager la fraude. Aujourd'hui, au regard de ce qui procède, il sied que les juges qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle puissent penser à leur serment et alors annuler simplement ces élections. Et si cela n'arrivait pas? Parce qu'apparemment, vous êtes ancré à sa mordicus à obtenir l'annulation des élections. Si les juges de la Cour constitutionnelle ne se saisissaient pas comme vous le voulez pour annuler ces élections, comment vous allez vous y prendre? Non, ils savent que cela doit se passer ainsi. Ils le savent. Nul ne le sait, nul ne peut l'ignorer. Même M. Chilombo, là où il est, il sait que ces élections ont été entachées tellement d'irrégularités que la seule solution serait donc l'annulation pure et simple. Parlons bien sûr de dans votre démarche, les raisons que vous poussez pour obtenir cette annulation. Il y a notamment ces fraudes. On en parle. Et vous pensez que ces fraudes profitent à Félix Tshisekedi parce que la plupart des candidats en leader qui ont été invalidés font partie de sa famille politique. Mais bien sûr, votre co-débatteur vient de dire, il vient vraiment d'expliquer noir sur blanc qu'il n'y a pas de lien. Les votes de Ngobila, c'est pour Ngobila, pour Tshisekedi, c'est pour Tshisekedi, il n'y a pas de rapport. Non, il y a plutôt un lien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'il y a bourrage d'urne, par exemple, moi je suis candidat député national. J'ai un candidat président de la République que je soutiens. Je prends l'exemple de M. Ngobila, comme vous venez de le dire. M. Ngobila qui n'a cessé de briller par l'incompétence. Aujourd'hui, la ville est dans l'état où nous voyons. Je prends l'exemple de M. Ngobila et le professeur Évariste Bochab. Eux qui ont eu chanté Fachi Béton, dansé à l'honneur des Fachi Béton, pensez-vous que ces deux acteurs politiques, en bourrant les urnes, ils en bourraient seulement pour eux-mêmes et non pour leur candidat président de la République? Voyez-vous, ils ont eu à la fois à voter pour eux, pour leurs députés provinciaux, pour leurs conseillers communaux, mais aussi pour les présidents de la République. Là où nous disons que la situation... Mais c'est pas le président de la République qu'on a attrapé là-bas. Hein. Non, mais je viens de vous le dire tantôt, les mal restent mal, qu'importe la forme. C'est-à-dire, en le faisant, ils l'ont impliqué donc dans cela. Il y a ce qu'on appelle par exemple des receleurs. Un receleur peut être innocent, mais comment on arrive aussi à mettre la main sur les receleurs? Et dans cette histoire, selon vous, dans cette histoire, dans tout ce qu'il y a comme fraude, tout ce que la commission électorale est en train de fustiger en arrivant jusqu'à invalider ses candidats, c'est qui le receleur? Mais je vous dis, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. J'en ai pas, c'est pourquoi je pose la question. Ceux qui ont eu à agir n'ont pas qu'à agir pour eux-mêmes, mais aussi pour l'autre. Il arrivait même dans l'auditoire, vous êtes là en train de déranger. On vous demande de dénoncer celui qui a dérangé, vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'on faisait? On chassait tout le groupe. Quand on demande à Moulumba qui a dérangé, alors qu'il est à côté des Djamba, et alors on va chasser tout le monde. Mais quand moi je connais réellement que M. Djamba était en train de déranger, mais j'accepte de le couvrir
mourir, je dois accepter que la peine tombe aussi sur moi, parce qu'il va s'en dire qu'en ces moments-là, j'ai été complice aussi de M. Djamba. Nous avons besoin d'une réponse plus claire. Vous avez parlé de reseller, un très bel exemple. Oui, oui. Et dans ce cas ici, c'est qui le reseller que l'on doit aussi condamner? Mais je vous explique, je vous donne la réponse. C'est-à-dire, l'on se dit, il y a un schéma qu'il faut respecter. La CENI détient les machines à voter. La CENI est financée par le gouvernement national. La CENI prend des machines, distribue volontairement aux membres du groupe du chef de l'État, de l'Union sacrée. Cela va sans dire qu'ils savaient qu'ils ne voteraient pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur chef. Là a été le schéma. Vous êtes en train de dire que le chef de l'État est reseller? Mais heureusement que vous le dites. J'ai posé une question. Mais moi, je vous ai expliqué les schémas. C'est à nos téléspectateurs de conclure. Vous avez suivi, Maître. vous avez suivi qu'il n'a pas pu répondre à votre question. Simple. Comment ils vont faire pour obtenir l'annulation des élections? Il était dans les supputations, ça et là. D'abord, je suis quand même surpris de constater que notre ami n'a pas l'information. En fait, en matière électorale, la Cour constitutionnelle ne s'auto-saisit pas. La Cour constitutionnelle est saisie par Ceux qui se les plaignent. requérants en matière électorale. Donc, l'hypothèse de l'autosaisine s'exclut. Donc, vous êtes droit contre le mur. Notre ami ici a dit... Vous êtes en train de dire que si on ne passe pas par la Cour constitutionnelle, il n'y a pas un autre moyen. Impossibilité. Si on ne se plaint pas. On va le dire en termes simples pour nos impossibilité nos absolue. Il faut se plaindre. auprès de la Cour La constitutionnelle. cour, en fait, pour être... Voilà. C'est-à-dire, si vous n'allez pas auprès de la Cour, c'est impossible Il a parlé d'obtenir du l'annulation. serment. Il a parlé du serment. Ça, c'est... En fait... Les juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment. Notre ami est allé dans des élucubrations, malheureusement. Serment ou pas serment, ce n'est pas ça le cadre normatif de la Cour. La Cour est régie par un cadre normatif, la loi organique qui l'organise, les règlements intérieurs et les principes fondamentaux constitutionnels. Donc, si l'histoire des serments, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les contentieux électoraux. Notre ami Tout ce que la ici, Cour attend, c'est que l'on vienne se plaindre auprès d'elle. automatiquement, si vous ne le faites pas, vous êtes hors délai, c'est une forclusion, c'est votre affaire. En fait, c'est ça le droit. Elle va considérer les pièces à sa possession. Ce que moi je dis, c'est ça le droit constitutionnel de notre pays. Et notre ami est allé loin. Il dit ici que, voilà, il y a eu cette inconstitutionnalité parce que nous avons organisé les élections au-delà d'un seul jour. J'aime bien la réflexion qui est basée sur les références. Il aurait dit, moi j'aurais souhaité l'entendre dire, voilà les élections. Dans le cadre électoral, le cadre normatif du jeu électoral, les élections sont prévues pour un jour en fonction de telles dispositions. Chose qu'il n'a pas évoquée. Ce que moi je sais, c'est que la loi électorale parle de l'ouverture des bureaux de vote dès 6 h et de la fermeture à 17 h. Mais dans cette même loi électorale, si vous allez dans toute forme d'interprétation téléologique, systémique, génétique, vous n'allez pas voir quelque part où on limite à un seul jour. S'il connaît la disposition, qu'il nous le donne ici. En 2018, je ne parle pas des jurisprudences, mais je parle des us. Ce qui s'est passé. En 2018, nous avons eu 2 jours. Je n'encourage pas, mais mettons sur la balance l'échelle des valeurs. Entre priver d'un droit constitutionnel aux Congolais, ça veut dire le droit de vote, et s'en tenir à un délai d'un jour qui est des coutumes et même pas des législations. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Nous sommes sur l'échelle des valeurs. Entre interdire à Enoch de voter pour son candidat et limiter un seul jour. Qu'est-ce qu'il aurait choisi? J'aimerais avoir sa réponse. Qu'est-ce qu'il aurait choisi? Parce qu'il s'agit de lui. Il va rebondir. Je voudrais finir parce sinon s'il prend la parole, il va encore extrapoler. Je vais y aller. Allons-y. Notre ami, il a la réponse dans son cœur qu'il va donner. Et soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux. Il dit ici qu'il faut impérativement annuler les élections. Je vous donne cette explication, ou bien je nous fais réfléchir ensemble ici avec mon frère. Supposons qu'on arrivait à annuler effectivement ces élections. Vous êtes sûr que les élections futures, dans ces élections seront entachées des 0% d'irrégularité? Si c'est impossible d'être entaché des 0% d'irrégularité, ça veut dire que nous du pouvoir, si nous perdons, nous allons également exiger qu'on puisse refaire les élections parce qu'il y avait X irrégularités, cher ami. Ça veut dire en ce moment, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons tomber dans ce qu'il convient d'appeler un cycle infernal des reprises des élections. Conséquence, Tshisekedi resterait au pouvoir
toutes les fois que nous organiserons des élections jusqu'à ce que nous atteignions un suffrage avec 0% d'irrégularité et même 0 action d'irrégularité, chose qui est impossible. Donc nos amis sont peut-être en train de rêver, ils doivent se réveiller. La République est en train d'évoluer, nous sommes en train de progresser. Il y a les institutions habilitées pour le contentieux électoral. Ils doivent se préparer pour ça. S'ils ne le veulent pas, eh bien s'ils veulent suivre le chemin par exemple de Corneille Nangaa comme leur frère a fait, parce que Nangaa est des mèches avec eux dans la mesure où Nangaa est avec le M23 et le M23 soutient la candidature de leur boss. Donc je crois qu'il y a une mèche entre Nangaa et leur boss. S'ils veulent rejoindre Nangaa, c'est leur liberté, mais ils doivent s'attendre au retour des flammes. Mais rester sur le cadre normatif, rester sur le cadre constitutionnel, ils doivent être conséquents. La République est en train d'évoluer. Jusque-là, notre ami ne sait pas toujours nous répondre par rapport à l'annulation des élections. Jusqu'à là, notre ami ne sait pas toujours nous dire à quelle hauteur ces irrégularités sont arrivées à entacher les résultats du président de la République. Jusqu'à là, notre ami ne sait pas toujours disséquer ce qu'il convient d'appeler la sanction sur l'individu et la sanction sur l'objet. Parce que c'est comme vous. Vous arrivez à voler un véhicule, par exemple. Si on vous sanctionne par le juge pénal, c'est vous qu'on sanctionne, ce n'est pas les véhicules qu'on a sanctionnés. Nous sommes aujourd'hui à un scrutin à quadridimension. C'est quadridimensionnel, c'est 4 dimensions. Il y a dimension communale, provinciale, voilà, nationale et présidentielle. Et encore que c'est qu'ils oublient notre ami. Pourquoi ils n'envisagent pas l'hypothèse selon laquelle la CENI aurait déjà élagué ces cas d'irrégularité avant qu'il ne proclame le président de la République? Parce que regardez, sinon la CENI l'aurait dit. S'il vous plaît. La CENI a commencé avant même de proclamer le chef de l'État parler de cas d'irrégularités qui se sont constatées. La CENI en a parlé. Et la CENI a mis sur pied une commission. Alors, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que la CENI, sur base de cette commission, avait déjà les éléments des fraudeurs et que de ces faits aurait déjà élagué le cas de fraude pour publier le chef de l'État? Pourquoi il n'envisage pas cette possibilité? Et même si on va dans la deuxième hypothèse comme j'ai évoqué, où est le lien entre le bulletin Ngobila et le bulletin Tshisekedi? Parce qu'il s'agit ici d'un fait. Les faits qui sont reprochés, je rappelle, les faits qui sont reprochés à ceux qui sont invalidés sont des faits qui rentrent dans le droit pénal. Est-ce qu'en matière pénale, les responsabilités sont partagées de manière collatérale? C'est clair, s'il peut nous répondre. Là, rapidement, on va avoir sa réponse, justement. Les liens entre les votes pour Ngobila et pour Tshisekedi. Bien avant de venir, vous savez, j'ai été très désolé en entendant mon co-débatteur ici présent, M. Djamba, encourager donc les élections, soit dit en passant, qui se sont organisées dans près de 7 jours. Il a posé une cela bonne question. ressemble. Je vais répondre. Bien sûr. Le droit de voter et de voter dans ce contexte-là. Bien sûr, je crois que j'étais en train de répondre. Vous savez, cela ressemble au festin biblique qui ne prenait que 3 jours, 4 jours, 7 jours. C'était comme ça dans les temps anciens. Vous savez, la question serait plutôt pourquoi l'on accepte que les élections soient organisées en un seul jour? Parce que notre pays, dans toutes les républiques que nous avons traversées aujourd'hui, dans notre 4e cycle électoral, nous ne cessons de déplorer des contestations. Et alors, qu'est-ce que veut la logique? Voudrait que les élections soient organisées en 24 heures. Pourquoi? Pour que cela permette à ce que tout le monde, ayant placé des témoins partout, des observateurs, puissent être certains qu'il n'y a pas eu assez de tricheries qu'au possible. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit... Allez-y. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il n'y a jamais eu zéro contestation ou je ne sais moi. Il arrive toujours, l'œuvre humaine étant fait des imperfections, il arrive souvent que l'on puisse déconner, mais pas à ce stade. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple pratique. Nous, le LGD, par exemple, nous avons eu à placer les témoins dans tout l'espace de la République. Et alors, il se passe que 24 heures après les élections du premier jour, nous, sachant que c'était un seul jour, nos témoins nous ont rapporté, nous avons vu à publier les tendances qui visiblement plaçaient M. Moïse Katumbi en première position. Le premier jour. Les premiers jours, bien sûr. Nous savons que c'était le seul jour. Mais alors, lorsqu'il y a eu 2e, 3e, 4e, jusqu'au 7e jour, en ces moments-là, nous n'avions plus de témoins parce que nous savons que les élections prendraient qu'un seul jour. C'est en ces moments-là que ceux du pouvoir ont profité pour bourrer des urnes, pour travailler pour leur compte et les comptes de leur président. Pourquoi nous disons qu'ils ont eu à impliquer le président? Parce que certes, il y a eu un seul bulletin, mais les bulletins étaient couplés par 4
Par 4 niveaux, bien sûr. Je viens de vous l'expliquer. Les bulletins. Il a même parlé du quadridimensionnel. Hein. Bien sûr, nous prenons M. Ngobila. M. Ngobila ne voterait pas que pour lui-même, d'autant plus qu'il sait pour qu'il soit en sécurité. Alors pourquoi devrait-on annuler le vote de Ngobila et en même temps celui de Tshisekedi? Bien sûr, je vous l'explique. Parce que Ngobila n'a pas eu qu'à bourrer des urnes pour lui-même, mais aussi pour M. Tshilombo. Jagas Djamba, voilà sa réponse. Mais finalement, il donne la même chose. Il donne la même réponse. Regarde, je vais aider mon ami à comprendre ce que je veux dire. Regardez, la sanction de la CENI, tirée sur l'article 29 de sa loi organique, et frappe en fait qui? Frappe les individus. Individus, quel type d'individu? Individu auteur des actes qui rentrent dans le lot du droit pénal. Nous sommes ici en droit pénal parce qu'on parle là des actes de vandalisme, de fraude, de tricherie, de corruption. Et tout ça est là, sont des faits qui rentrent dans le droit pénal. Maintenant, si nous sommes en droit pénal, le principe, il est clair. Sur pied de quel élément peut-on mettre sur pied des dommages collatéraux en matière de droit pénal? Parce qu'en droit pénal, le principe, c'est que la responsabilité est individuelle. Sur base de quel élément on peut parler de dommages collatéraux? C'est où je voudrais que mon ami m'explique. Mais je vous explique qu'il y a 2 faits. Le fait que je ne cesse de le répéter. Le fait est comme quoi que moi, lorsque je suis en train de tricher, je ne triche pas que pour moi, mais aussi pour celui pour qui je suis en train de soutenir. Parce que je me dis que je serai en sécurité. Qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui ont bourré les urnes en faveur de Ngobila l'ont fait aussi en faveur de Tshisekedi? Mais bien sûr qu'ils l'ont fait. C'est qui nous prouve. C'est voilà, c'est les résultats. C'est les résultats improvisés donnant à M. Tshisekedi aujourd'hui 73%. C'est pratiquement inconcevable. Cela prouve à suffisance qu'il y a eu bourrage d'urnes, non pas seulement pour ses candidats députés nationaux provinciaux, mais aussi pour lui, par ricochet, bien sûr. Mon ami, vous voyez, en fait, son problème, c'est qu'il est figé sur ce qu'on lui a dit de dire. Non, mais il ne veut pas extrapoler. Je lui ai posé une question simple. Un élément très important sur les faits. D'accord. Nous démeurons sur les faits. C'est la phrase que je suis en train de dire. Ok, je vous le donne. C'est-à-dire que moi, je suis là. Monsieur Jade, vous êtes mon boss. Et alors, quand je bourre les urnes, nous nous obstinons à ce que vous puissiez demeurer au pouvoir. Vous le savez, cela va sans dire. Lorsque l'on a vu M. Tshisekedi battre campagne, il a dit tantôt, je crois qu'il a vu les images de M. Tshilombo lorsqu'il est arrivé à Kindu. C'est tout le monde qui lui huait. Lorsque M. Tshilombo est arrivé à Lissala, lorsqu'il a fait l'Équateur, lorsque M. Tshisekedi a fait Matadi Mwanda, je regarde la tête qu'il fait. Mais bien sûr, un étonnement. Il y a les vidéos. Je crois que vous allez coller les vidéos, bien sûr. Oui, vous savez, lorsqu'il était à Kindu, le temps de voir la source de ces vidéos et tout ça. Bien sûr, vous allez voir aujourd'hui, c'est partout. Lorsqu'il était à Kindu, alors qu'il parlait, la population ne cessait de lui dire que voilà, il y a eu hausse de dollars. Lorsqu'il était à Mwanda, les gens l'ont hué en lui demandant l'argent du RAM. La population était en train d'accuser. Il a dit au début de l'émission. Mais bien sûr, mais la population accusait qui? Ceux qui travaillent avec Tshisekedi. Mais ceux qui travaillent avec M. Tshilombo. M. Tshilombo avait donc la capacité de leur chasser, de leur mettre de côté. D'autant plus que M. Tshilombo n'avait chassé personne, il a cautionné cela. Et les bilans de ces personnes sont aussi ces bilans automatiquement. C'est au regard de cela que ceux qui ont eu à tricher, ils se sont dit qu'ils étaient déjà mauvais perdants, de base parce que la population ne voulait pas d'eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont profité? Lorsqu'ils ont triché pour eux, ils ont aussi à tricher pour M. Tshilombo. D'accord. Voilà. Avant de revenir sur ça, j'aimerais que vous répondiez, M. Jagas. Il a dit il y a un moment, voilà, ceux qui ont bourré les urnes, ils ont bourré ces urnes-là aussi en faveur de Tshisekedi et ils l'ont fait le jour au-delà du jour établi par la loi électorale. Donc quand vous êtes allés, quand ces élections sont allées au-delà d'un jour, c'était pour favoriser une fois encore le camp Tshisekedi. Ce que je veux dire ici, c'est que il est en train d'accuser sa formation politique d'être organisée de manière déficitaire. Parce que regardez, qui sont témoins? S'il peut, il va voir les dispositions en la matière. Un témoin est mandaté par un parti politique et accrédité par la CENI. Ça veut dire en ce moment-là, un témoin devient de facto un agent, acteur du processus électoral. Et donc, je me pose la question, comment un témoin qui devient un agent du jeu électoral, un acteur dans le procès électoral, pouvait ne pas être informé sur les débuts et la fin du processus?
Ça veut dire qu'ils avaient des témoins insignifiants. Ça veut dire qu'ils avaient ramassé les gens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas organisés. Mais est-ce que vous pouvez me dire, je vous laisse continuer, vous pouvez me dire que lorsque M. Kadima avait dit que les élections seront le 20 décembre, il nous avait dit que les élections seront donc du 20 au 27. Et alors, placez vos témoins durant les 7 jours, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. D'accord, il va finir. Notre ami devrait me laisser la question, finir. Parce que je ne lui ai pas coupé la parole. Je disais ici qu'ils ne sont pas organisés. Je rappelle que les témoins, ils sont acteurs dans le processus électoral. Donc, ils sont en contact permanent avec le service de la CENI. Comment les témoins, puisqu'ils me disent qu'ils n'étaient pas informés, comment ils avaient réellement des témoins? On finit le processus à 17h pour un jour et on continue le processus, leurs témoins ne sont pas informés. Est-ce qu'ils avaient des témoins en réalité? C'était des gens qu'ils avaient ramassés. Parce que les témoins, ils veillent sur le processus, ils veillent sur les résultats de leurs candidats. Du début jusqu'à la fin. C'est ça le rôle d'un témoin. Donc, ils avaient des gens qu'ils avaient ramassés. Ça, c'est de 1. De 2, il me pose la question en me disant, est-ce que M. Kadima avait dit que les élections auront lieu des 20? Je vous repose à vous la question. On doit être sérieux dans ce pays. L'enrôlement organisé par M. Kadima avait été prévu pour combien de jours? Vous de l'opposition, pour certains même qui ont boycotté le jeu électoral, vous avez boycotté puis vous êtes revenus sur les bateaux. La CENI, suite à certaines, je veux dire, retards observés, la CENI a dit proroger le délai de l'enrôlement. Vous n'avez pas créé sur la toile. Deuxièmement, les dépôts des candidatures. Nos amis ici du LGD, de l'opposition, pour certains, ils étaient en retard avec le document administratif. Si la CENI, la même CENI, s'était décidé d'arrêter au délai butoir par le calendrier pour ne plus réceptionner les candidatures, ils allaient être le premier à crier que voilà, nous avons été écartés pour faciliter la voie à M. Tshisekedi. La même CENI proroge encore pour leur permettre de déposer les candidatures. C'est seulement quand la CENI proroge pour donner maintenant à tout le Congolais la possibilité d'élire leurs dirigeants, que eux crient au scandale, ça veut dire en termes clairs, ils sont propres et bien à l'aise quand il s'agit de leurs intérêts politiques. Mais quand il s'agit des intérêts de la population, ils s'en moquent, ils s'en foutent. La population n'a pas le droit de voter, mais eux, ils ont le droit d'avoir une marge pour déposer leur candidature, pour se faire enrôler. Et ça, c'est égoïste, c'est méchant contre la République. Comme pour dire que si vous aviez été, vous, élu, en ce moment, proclamé vainqueur de ces élections par la Commission électorale nationale, on parle de la présidence, de la présidentielle, évidemment, est-ce que vous serez aujourd'hui en train de demander d'annuler ces scrutins? Mais monsieur, je vous ai dit, le mal reste mal, qu'importe la forme. Répondez à la question. Oui. Le mal reste mal, peu importe la forme. D'autant plus que les élections puissent prendre 7 jours, c'est inconcevable. Nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes du LGD. Aujourd'hui, je porte la cravate rouge parce que le rouge est le symbole donc de la rigueur. Nous avons été toujours... Votre co-débatteur aussi a une cravate rouge. Nous avons été toujours prêts pour ces élections. Je vous ai dit tantôt que nous avons été l'un des premiers partis politiques à déposer des candidatures. Mais comment on explique le fait que les témoins puissent s'en aller alors que les élections continuent? Non, mais je vous explique. Pourquoi il a dit depuis que le monde existe, il n'y a eu aucun pays où les élections ont pris 7 jours. Ça n'existe jamais. On est arrivé à la fin. Si vous avez un pays, donnez-moi. Je pense qu'on va ça n'existe jamais. De nous aider à aller plus ça n'existe jamais. Du temps réglementaire. Sincèrement, ça n'existe jamais, fort malheureusement. Petite parenthèse, je ne coupe pas. Armand Bouka, directeur de production, on va vraiment vous le demander en direct en ce moment. On va prendre 10 minutes de plus que d'habitude, sous le contrôle et la bénédiction, bien sûr, des téléspectateurs. On a beaucoup de matière à exploiter. Là, personnellement, je n'ai exploité que la moitié. Et donc, on ne peut pas se quitter. Vous pouvez merci beaucoup. Je disais donc, 7 jours, cela n'existe jamais. Il a parlé tantôt, il a parlé de, voilà, lorsqu'il y a eu à déposer les dossiers pour certains candidats et puis pour s'enrôler. Mais là, il n'y avait pas une implication directe comme ça pour des résultats des élections. Qu'est-ce qui se passe? Pour ce niveau, lorsqu'on veut s'enrôler, c'est sa carte qu'on veut avoir. C'est-à-dire, normalement, vous aurez une seule carte. Moi aussi, une seule carte. Si M. Djamba, s'il vous plaît, si M. Djamba déposer la candidature, s'il vous plaît, nous avons déjà déposé la candidature, bien au contraire, depuis. Je parle, nous, du LGD. Mais vous êtes rallié à un candidat qui a déposé la candidature. Nous avons déposé déjà. Je disais donc, concernant les cartes d'électeurs qu'on a eu à proroger l'enrôlement, si vous n'avez pas encore eu votre carte d'électeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez en avoir. Mais si moi, j'avais déjà eu à temps, je n'irai plus. Mais bien au contraire, lorsqu'il y a 7 jours, il y a bourrage d'urne. Il y a à la fois, ce moment-là, on peut voter
plusieurs fois. Et surtout que mais où étaient les vos témoins? C'est ça la question. Non, mais nous avons vu des vidéos. Je vous explique que il n'y a pas eu que bourrage d'urnes dans des centres des votes. Il y a eu bourrage d'urnes dans des sièges des partis politiques, dans des bureaux de certains, dans des parcelles de certains. Et tout s'est joué durant ces 7 jours-là. Différemment des cartes d'électeurs, lorsqu'il y a autant de jours, on peut facilement tricher. Et cela aura une implication directe sur les suffrages de ceux qui ont eu à voter. Très bien. Alors, une question encore pour vous, Diagaste Djamba. Je rappelle que vous êtes du MLC. D'ailleurs, ceux qui nous regardent attentivement sont en train de lire sur les bas de leurs écrans. Alors, aujourd'hui, on est d'accord, vous serez d'accord avec moi, que la plupart des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante font partie de la famille politique du chef de l'État. La plupart, j'ai bien dit. Et est-ce que cela ne jette pas du discrédit sur le chef de l'État? J'aurais aimé que le chef de l'État encourage cela. Mais je n'ai pas suivi un seul moment où le chef de l'État a encouragé pareille fraude. Je crois que même sur les réseaux sociaux, je crois que je ne sais pas si c'est son compte officiel ou les communiqués de la CENI a été balancé, publié avec son commentaire où il disait qu'aucun tricheur, aucun fraudeur ne mérite d'être dirigeant. Je crois que cette seule phrase peut suffire pour vous donner la réponse. Le président de la République l'a dit plus d'une fois qu'il ne travaillerait pas avec des voleurs. Et la preuve, il a démontré au niveau du premier mandat où c'était un mandat où il n'y avait pas d'intouchable. On pouvait voir les hommes forts de la République, en commençant par les directeurs des cabinets du chef de l'État en fonction, être déférés devant les instances judiciaires. Et tant d'autres, c'était, vous connaissez la liste conseillers. Et le chef de l'État n'est pas intervenu. La justice a fait son travail. Ils ont été, pour certains, acquittés, pour certains, condamnés. La justice est restée dans son travail. Il s'est organisé pour former aujourd'hui plus de 5000 magistrats pour renforcer l'autorité de l'État en matière de justice. Et aujourd'hui, ils sont formés, ils vont être affectés. Donc, le chef de l'État n'a rien à voir avec les fraudeurs. Les fraudeurs, ça existera. Même si nos amis ici qui me disent la cravate rouge, symbole de la rigueur, je crois que vous connaissez que lorsque leur président était Premier ministre de ce pays, vous connaissez tout ce que nous avons subi comme scandale en termes de détournement des fonds dans ce pays, mais c'était le chef du gouvernement. Donc, ce n'est pas la cravate rouge qui gère ou la cravate rouge, c'est des simulacres. Et je crois que les fraudeurs, sur la cravate rouge, les fraudeurs, merci beaucoup, Valdimar. les fraudeurs, ça existera. Les fraudeurs ont existé, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons connu l'escroquerie du siècle, avec où la République a perdu les contrats 6 communes, plus de 85 milliards en termes de gisements miniers, où Matata était Premier ministre. Les fraudeurs, ça existera toujours, où nous avons connu le déficit des siècles avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo. La fraude existera toujours alors que notre président du LGD était là. Nous avons connu un détournement avec le stade municipal, la construction. Nous avons connu un détournement avec les barrages de Katende. Nous avons connu un détournement avec la fibre optique. Nous avons connu un détournement criant d'ailleurs avec ce que les gens ne disent pas, avec l'histoire de bancarisation. Parce qu'on a détecté les 53% de taux d'assignation avec la bancarisation, le 47% qui était des cas fictifs et des doublons, ces fonds-là n'ont jamais été remis au trésor public. Et jusqu'à 5 ans, pendant la gouvernance de notre frère de la cravate rouge, on ne sait pas où étaient affectés ces fonds. Et ils nous ont jamais expliqué ça. Ils ont exposé le salaire des militaires, des salaires de stratèges de la République au niveau des banques des étrangers. Equity et autres sont des banques kenyans. Vous exposez leur salaire au niveau des étrangers. Ça veut dire l'infiltration peut facilement entrer au niveau de nos forces. C'était avec la cravate rouge. Donc il y a une litanie des faits avec la cravate rouge. Pour dire quoi? Les fraudeurs, il y en aura toujours. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des fraudeurs, qu'il faudrait l'entacher et le coller au président de la République. Où est le lien de causalité? Où est l'implication directe? C'est ça, en fait, je voudrais essayer. Mais il a quelquefois parlé de la capacité du pouvoir, justement, du chef de l'État, lui, de mettre de côté tous ces fraudeurs. C'est ça qui, en fait, vous m'avez rappelé. Je vais vous le dire avec plus d'élégance. Comprenez cela. Je m'excuse déjà de le dire comme ça. Ouais. Nous, de l'Union Sacrée, comprenez que je le dis avec élégance. Ouais. Quand nous parlons de notre bilan, quand nous parlons de ce que nous avons réalisé, nous avons toujours tendance à faire allégeance à ce que les autres ont fait avant nous. Pourquoi nous n'assumons pas nous-mêmes ce que nous faisons aujourd'hui? Je leur ai dit que j'ai dit le nous avec élégance pour que vous répondiez à... Attendez. Nous n'assumons pas les bilans. Si vous voulez une émission où on va étaler sur les bilans, ici je viendrai parce qu'il y a faute de temps. Parce qu'on a tellement d'éléments sur les bilans, ici, quinquennal. Disons,
si je prends Union Sacrée, ça fait 2 ans de gestion. Vous comparez toujours. Non, avec, vous m'avez dit si nous, pourquoi est-ce que nous comparons les autres? C'est ce que vous venez de faire. Non, cette grande quand je parle des fraudeurs, c'est quoi pour dire quoi? La fraude, c'est la corruption. Et la corruption, c'est dans l'humain. Ça veut dire quoi? Quand j'ai fait allusion au régime passé, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est lié à l'humanité et non au régime politique. Donc, même si on arrivait à mettre n'importe quel président, même si c'est moi, même si c'est Katumbi, même si c'est moi, les fraudeurs, il y en aura tous. C'est même pourquoi il existe un parquet. C'est même pourquoi le président de la République pense aujourd'hui à mettre un parquet financier, un parquet minier. C'est parce qu'il existera toujours des fraudeurs. Donc ce n'est pas parce que je parle de cas passés que je vais dire que non, on ne se réfère pas à cela. On démontre plutôt que les fraudeurs, ça existera toujours. D'accord. Enoch Mulumba, tout ça, les fraudes, tout ce que... Pardon, s'il vous plaît, il y a une question que vous m'avez posée sur quand il dit qu'il fallait chasser les gens. Notre ami, je finis avec 5 secondes. Notre ami confond. La RDC est sous ce qu'il convient d'appeler régionalisme constitutionnel. Ça veut dire les provinces ont une autonomie constitutionnelle. Quand un gouverneur de province gère mal, l'autorité qui est censée les sanctionner, c'est l'Assemblée législative de sa province. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, c'est le dernier rempart comme arbitre. Le ministre de l'Intérieur n'est pas censé rappeler, et puis le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est pas... Le ministre de l'Intérieur, en fait, c'est qui? Les ministres de l'Intérieur dans un gouvernement où nous sommes sous le système régional. Non, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas que l'Assemblée provinciale, mais aussi les ministres provinciaux, les ministres de l'Intérieur, qui est donc le ministre des tutelles. Il serait donc en mesure de rappeler un gouverneur et puis de l'auditer. Rappeler un gouverneur pour le faire, pour les sanctionner, les révoquer? Non, mais c'est ce qui se passe. Il peut pas le révoquer. Mais qui a eu... Non, mais c'est ce que je dis, pour le rappeler. Pour le rappeler. Révoquer un gouverneur? Non, je ne vais pas parler de révoquer, je parle de le rappeler. Okay. Alors, on a compris l'essentiel là, c'est que ce n'est pas directement au chef de l'État, pas directement dans une certaine forme, on va être un peu élégant, de sanctionner directement le gouverneur. Bon, on va ouvrir un autre chapitre sur ça, faute de temps. Allons rapidement, il vient de dire, pour lui, c'est vrai que la plupart de candidats, on a tous reconnu, on est tous d'accord, qui sont invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, parlant des dégâts collatéraux. Tout cela ne jette aucun discrédit sur le nom du chef de l'État. Bien au contraire, ça jette totalement les discrédits sur le chef de l'État actuel. D'autant plus que je n'ai cessé de l'expliquer lors de cette émission, lorsqu'on triche, ceux qui ont eu à tricher, ils n'ont pas eu à tricher pour eux-mêmes, mais pour leur maître aussi, parce que visiblement, il était déjà un mauvais perdant. Ils ont eu à tricher non pas seulement pour eux, mais aussi pour le président de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons de manière erronée que comment que l'on puisse seulement élaguer ceux qui ont eu à tricher pour eux-mêmes et en comptant les voix qui ont eu à glisser pour celui qui nous dirige à ce jour. Cela est carrément impossible. Vous savez, j'ai eu à tourner plusieurs émissions parlant du bilan du président national du LGD, Augustin Matata Mponyo. J'aurais même envoyé les liens à mon co-débatteur qui est ici présent. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, Matata Mponyo Mapon, vu qu'on a parlé de lui, est le meilleur premier ministre que cette république n'a jamais connu. Matata Mponyo à son actif. Je pense qu'il n'y a jamais eu de concours de premier ministre. Non, mais bien sûr, vous savez bien sûr, Matata Mponyo aujourd'hui a eu appelé en existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu un concours, bien sûr, il n'y a pas eu un concours pour juger un premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? On repose surtout sur le fait. Sur le fait. Matata Mponyo, vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont joyeux lorsqu'ils sont là où ils sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à ce jour, la bancarisation, alors qu'ils voyaient non pas seulement recevoir des monnaies dérisoires et katana et tout ça qui disparaissaient dans les chefs, quand ils ne voulaient pas, ils n'étaient payés pas. Aujourd'hui, ils peuvent aller à la banque. C'était carrément impossible dans ces pays où lorsqu'il y avait des taximans qui grévaient, on ne pouvait pas se déplacer. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé ici à l'émission, à bord du Transco. Qui a innové ça? C'est Matata Mponyo Mapon. C'était impossible, incroyable dans ces pays. Pour voyager, pour faire à peine Lubumbashi, il faut sortir de la République et puis de rentrer. Aujourd'hui, on a créé Congo RS, bien que le régime en place a eu à tuer cette société qui a été inventée par Matata Mponyo. C'est quoi? C'est Matata Mponyo. Aujourd'hui, à ce jour, vous savez, nous avons un procès qui est pendant aujourd'hui. Mais nous avons eu dans ce pays à manger les poulets Boukan Alonso. Nous avons eu à manger les semoules Boukan Alonso. Aujourd'hui, c'est vide. Tout ça, c'est qui? C'est Matata. Matata est un homme de fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il a eu à créer son parti politique LGD, nous nous sommes dit que nous devons adhérer. Pourquoi? Parce qu'au-delà des discours persuasifs, Matata Mponyo est un homme de fait. Très bien. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle des faits et non des personnes. Hein. Bon, cette dernière question aura certainement une réponse dans ce sens-là. Vite fait, Valdi Makabanga, une autre excuse, ça va encore tomber. Rapidement, avec quel
œil regardez-vous la suite des événements dans notre pays, relativement bien sûr à ce processus électoral? Après tout ce que nous avons vécu la nuit du 5 au 6 janvier, maintenant dans quelques heures, ça sera encore la publication des résultats provisoires des législatives. Comment est-ce que vous regardez? J'aimerais que cette fois-ci, ce soit Enoch Mulumba qui commence par répondre en une minute, on a vraiment plus de temps. Comment est-ce que vous regardez, vous personnellement, la suite des événements de notre pays? Bien sûr, comme je viens de le dire tantôt, nous avons été déçus par la CENI. Lorsque l'on décriait qu'il y aurait fraude électorale, on s'était dit qu'on y aille, quand même la CENI serait interpellée par sa conscience, voulant agir dans les bons sens, et cette fois-ci s'est démarqué. Fort malheureusement, nous avons été encore déçus. Et nous nous disons qu'il est grand temps de se ressaisir, sinon nous allons plonger cette République dans le chaos total, chose que nous ne voulons pas. Nous sommes des républicains. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de prendre part dans plein pied dans ces élections, dans ces processus électoraux. Fort malheureusement, nous avons été déçus à ce jour, mais nous nous disons que rien n'est encore tard. Tout est possible. Donc vous regardez avec un œil positif. Bon, on se dit, nous restons au-delà de tout, bien sûr, au-delà de tout, nous restons républicains. Nous le disons, j'avais dit au début de l'émission, nous avons que cette République. Voilà pourquoi nous conscientisons la Constitution, nos constitutions, nous prodiguons ces conseils donc à la Cour constitutionnelle de bien vouloir se recadrer le plus tôt que possible en annulant ces élections, car ceci va nous faire gagner en temps. Comment vous regardez la suite des événements, Jagast Djamba? Je reste confiant pour mon pays. Nous devons arrêter avec ce système de faire toujours des imprécations sur notre République. Nous n'avons que le Congo. Les autres ont peut-être la Zambie, l'Italie et tous les restes. Nous n'avons que le Congo. Et moi, ce que je vois du Congo, c'est un Congo nouveau, un Congo restauré, un Congo il fait beau. Un Congo où on croit, un Congo où on peut maintenant commencer à sanctionner ce qui s'est considéré hier comme intouchable. On n'a peut-être pas parlé de ça, mais aujourd'hui on parle de la CENI. Le monsieur vient d'être sanctionné. Vous avez vu le communiqué? Il a été sanctionné et révoqué. Les chargés de la logistique de la CENI a été révoqué. Où il y avait de cas d'irrégularité au niveau de l'Omami. Il a été révoqué. Je rêve d'un Congo où, lorsqu'on commet un forfait, on répond de ses faits devant le juge. Je rêve d'un Congo où nous avons la possibilité d'avoir une économie distributive et compétitive. Je rêve de ce Congo où les partis politiques peuvent facilement exercer leurs activités en toute liberté, comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme c'est le cas d'ailleurs. Comme c'est le cas. On est passé 5 ans, 0 ville morte, pas de coupure d'internet, pas de cachot des fortunes. Nos amis ici du LGD Cravate Rouge, comme il est dit, parlent très bien. Et comme il a même souligné le président Augustin Matata Ponyo, c'est sous son pouvoir d'ailleurs que nous avons connu de plus grandes atrocités avec les mouvements citoyens, où nous avons perdu Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. C'était sous la gouvernance de Matata. Mais je rêve d'un Congo fort aujourd'hui. Et ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que nous avons enfin dressé les pays sur le rail. Et je vois déjà que le président de la République, en tant que commandant suprême de la magistrature et des forces armées, tel qu'il a remis les pays sur le rail, tout celui qui viendra après lui emboîtera le chemin, emboîtera le pas, et nous allons redresser ce pays. Très bien, nous sommes arrivés à la fin, vous avez remarqué, chers téléspectateurs, nous sommes au-delà du temps, mais cela ne nous empêche pas de prendre encore quelques instants à vous permettre bien sûr de récapituler tout ce qui a été dit au courant de cette émission. Alors rapidement, un petit jeu avec vous, Jagast Djamba. Est-ce que vous reconnaissez, 5 petites questions, est-ce que vous reconnaissez avoir dit que les irrégularités soulevées dans ce processus électoral ne sont pas à dramatiser? Je le reconnais, mais permettez-moi de rectifier. Rossi Mukendi Kapangala, ce n'est pas sous Matata. Je rectifie ça. Je voulais parler plutôt de 2 autres mouvements citoyens. Mais bon, c'est pas ça la question. Alors, j'ai dit ici que la question, par rapport à la question posée, j'ai dit ici que les irrégularités n'entachent en rien, je l'affirme. Et c'est pas à dramatiser. Pas à dramatiser. Et vous reconnaissez avoir dit dans cette émission que ce sont les autorités locales qui ont été huées lors de la campagne de Tshisekedi et pas le candidat numéro 20 lui-même? Je le reconnais. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que les votes de Ngobila ne sont pas ceux de Tshisekedi? Je le reconnais. Vous reconnaissez avoir dit que Nanga égale M23 égale Moïse Katumbi? Je le reconnais. Très bien, merci beaucoup. Rapidement, de votre côté, Enoch Mulumba, vous connaissez ces jeux. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que la Cour constitutionnelle, on n'a pas à féliciter la Cour constitutionnelle car elle a fait son travail en approuvant la candidature de Moïse Katumbi?
Bien sûr, c'était son travail. Ok. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités et pour vous, ces irrégularités sont aussi à mettre avec le nom de Tshisekedi? Bien sûr, c'est un simulacre électoral. Et vous reconnaissez avoir dit, même si vous ne l'avez pas dit directement, mais dans l'esprit de vos propos, Félix Tshisekedi est un receleur de tous ces candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que les téléspectateurs ont leur conclusion. La conclusion selon laquelle ils auront analysé ce que j'ai dit, que cela l'en profite d'une manière ou d'une autre. Très bien. Et pour vous, vous faites toujours confiance à cette commission, à cette cour constitutionnelle, et vous pensez qu'elle arrivera finalement à annuler ces élections. C'est avec cet œil que vous regardez la suite des choses. L'on se dit qu'elle va se rappeler de son serment et elle voudra agir donc pour une bonne cause. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été très élégants et à répondre à cette invitation. Je pense que c'est pas la dernière fois que vous nous visitez. C'est ça même l'unité nationale, justement, dans la diversité. Justement. En regardant votre co-débatteur, Jagast Djamba, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez lui, personnellement d'abord? En le regardant droit dans les yeux, en tout cas. Déjà, c'est pas votre ennemi. Hein. Non, c'est un adversaire politique, c'est pas un ennemi, c'est un frère. Ce que je peux dire de positif sur lui, c'est que c'est un garçon, disons, un homme. C'est un homme ambitieux et qui croit en ce qu'il a dans sa tête. Et je le félicite pour ça. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans la gestion de Matata de jadis? Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif? Positif, ça dépendrait de la politique qu'il a appliquée aussi. Parce que déjà, s'il faut dire que Matata a eu un bilan positif, ça veut dire qu'il faut dire aussi que Kabila a eu un bilan positif. On ne peut pas dissocier les bilans de Kabila au bilan de Matata. C'est lié. Tout autant qu'on ne peut pas dissocier le bilan de Ngobila et de Tshisekedi. Non, Ngobila plutôt, c'est un gouverneur de province. Ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est dans l'exécutif bicéphale national comme le Premier ministre Matata et Kabila. C'est différent. Très bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez Jagast Djamba et Enoch Mulumba? Non, mais il est sûr de ce qu'il dit et c'est intéressant. Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans le parti MLC dont il fait partie? Ce que j'aime dans le MLC Ce que j'aime dans le MLC. Je sais que lui, il aime la cravate rouge. C'est toi qu'il en a. D'ailleurs, il en a lui-même. Non, ce que j'aime de manière générale, c'est lorsqu'on encourage la jeunesse. Lorsqu'il vient aujourd'hui représenter le MLC, je me dis que le MLC donne une place assez importante à la jeunesse. Oui. Très bien. J'ai beaucoup de mal à désannoncer cette émission. Elle est tellement belle. Merci beaucoup une fois encore d'avoir répondu présent. Et je pense qu'on va prendre rendez-vous pour nos téléspectateurs pour un autre numéro. C'est comme ça que dans le labeur, et ensemble, nous dressons nos fronts longtemps courbés. Pour de bon, prendrons les plus bels élans dans la paix, construisant ici au cœur de l'Afrique une nation forte, la RDC. Nous prenons rendez-vous avec vous prochainement pour un autre numéro du débat contradictoire. Merci à Valdi Makavanga et à Célestin Kalombo qui m'ont aidé à arriver chez vous à la maison sous le contrôle et la bénédiction de Oscar Bissimo Moucha Maliwa. Au revoir.